Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire intitulé Transformation managériale, le témoignage d'un syndicat. Alors, ce mouvement de solidarité au sein des organisations qui est le syndicat vers la fin du 19e siècle a été créé pour permettre aux salariés les plus vulnérables de se faire entendre. Mais qu'en est-il aujourd'hui à l'heure du bonheur au travail et des baby-foot dans les salles de pause ? Quelle sera la place des syndicats dans les organisations de demain, qui sont d'ailleurs aujourd'hui mises en place, on n'a pas attendu demain. Les nouveaux outils de management tels que l'holacratie ou d'autres managements constitutionnels répondent-ils au but premier des syndicats, qui est le bien-être social au sein des entreprises? Ou à l'inverse, est-ce que ces nouveaux outils rendent les syndicats obsolètes? Alors, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec Gwenaëlle Le Guével, qui est secrétaire régionale du SGEN CFDT et qui témoignera de la mise en place de l'holacratie au sein de son syndicat. Et puis Bernard-Marie Chiquet, ancien patron d'entreprise, chercheur depuis 10 ans en innovation managériale. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, je vais commencer par vous poser quelques questions. Voilà, j'ai préparé pas mal de questions et puis Bernard-Marie a notamment écrit une tribune qui sortira bientôt aussi, volontairement un peu provocatrice pour aller au fond des choses, et ça découle de ta vidéo aussi, Gwenaëlle. Et puis ensuite, je prendrai les questions des participants. Et juste avant ça, je vais vous lancer un petit sondage que je réutiliserai dans une de mes questions. Donc, c'est normal, ne soyez pas surpris si vous avez un petit sondage qui apparaît de votre côté. Ça nous permettra d'avoir quelques données. Alors, on va commencer par une première question pour toi, Gwenaëlle. Et j'ai pas mal de questions, donc on va essayer de le faire de façon dynamique. Peut-être 1 ou 2 minutes par réponse pour qu'on puisse aborder le maximum de problématiques. Première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à holacratie? Et puis pourquoi holacratie au sein du SGEN CFDT? Quels étaient finalement les enjeux? On y est venu à plusieurs titres en fait. D'abord, à titre personnel, en fait, c'est tout un cheminement, moi, qui m'y a amené. Puis ça chemine encore d'ailleurs. J'ai vécu beaucoup d'aventures collectives, chorale, président de club de sport, colonie de vacances, collège, enfin au boulot, etc. Et je me suis toujours posé la question de qu'est-ce qui fait que ça prend ou pas. Qu'est-ce qui sont les ingrédients d'un collectif qui tourne, etc. Et puis pour le SGEN CFDT à double titre, je dirais, parce que d'abord, la question de l'organisation du travail, ça a toujours été un sujet à la CFDT. Vous pouvez reprendre des vidéos d'Edmond Maire, par exemple, qui parlent de ça dans les années 60 et qui parlent de rapprocher le plus possible le pouvoir de décision des salariés. Donc, déjà dans les années 60, donc c'est toujours hyper d'actualité. Et donc ça, c'est vis-à-vis de l'extérieur, c'est vraiment le sujet de l'organisation du travail. Et puis à l'interne, parce que nous aussi, on a notre propre organisation, et que comme les syndicats sont apparus au moment du taylorisme, et ben nous, on a calqué notre organisation aussi là-dessus, et on est sur des fonctionnements très pyramidaux encore, une bonne bureaucratie. Voilà, et donc à l'interne aussi, ça nous intéressait parce que, et puis moi particulièrement, parce que j'arrivais au poste de secrétaire régional et que je me posais la question de comment animer ce collectif d'environ 40 personnes, pour se donner une idée, sur le SGEN Pays de Loire. Voilà. Merci. Alors, tu évoquais aussi dans ta vidéo que j'ai réécoutée juste avant de l'importance de commencer par soi-même. C'est-à-dire que la hiérarchie pyramidale, vous l'avez calquée effectivement sur les entreprises en réaction par rapport à ça. Tu utilises beaucoup le terme en réaction. Et puis, tu disais que c'était important de commencer par soi-même. Alors, pourquoi? En se demandant, nous, notre rapport au pouvoir. Voilà, qu'est-ce que... si le syndicat se pose la question sur les lieux de travail, la question du pouvoir sur les lieux de travail, elle doit aussi se la poser en interne. Parce que nous, on a des logiques de pouvoir, tout pareil, hein, des logiques politiques, voilà. Et alors politique au sens noble du terme,
comme on dit. Mais si on se croit obligé de le préciser, c'est sûrement que voilà, ça révèle des choses. Mais donc voilà, on a aussi à se poser la question, nous en interne, qu'est-ce que ça veut dire émancipation, autonomie, voilà, on n'est pas exempt de ces questions-là. Il y a un chef, tout le monde connaît Laurent Berger, voilà. Donc on a beaucoup été raillé sur le berger, son troupeau, les moutons qui font tout comme dit le chef. Voilà, ces questions-là, on les élude pas en interne et on les aborde. Et tu disais d'ailleurs que c'était une spécificité de la CFDT, c'est dans l'ADN que de vouloir aussi l'épanouissement des salariés? Mais oui, complètement. Ouais. C'est vrai. Et en fait, pour ceux qui connaissent pas bien l'histoire syndicale, on est de moins en moins à la connaître. Ben en fait, nous, on a dans notre histoire un épisode de l'autogestion. Il y a une entreprise LIP qui a fonctionné comme ça pendant tout un moment. Et c'est vraiment un sujet qui nous intéresse depuis très longtemps et sur un temps long. C'est ça qui est intéressant aussi, de voir les leçons qu'on peut en tirer. Et Holacracy m'a beaucoup intéressé à ce titre-là parce qu'il me semble qu'à l'époque, justement, on avait cette aspiration à l'autogestion, mais sans avoir les outils pour le faire. C'est un petit peu ça, moi, comme ça que j'ai. Holacracy est arrivé un peu comme vraiment comment un outil de plus, voilà, pour pouvoir cheminer vers cet objectif-là, quoi. Merci. Alors, toi, Bernard-Marie, tu es du côté plutôt entreprise, parce que tu accompagnes les entreprises dans la mise en place, même si tu as accompagné les syndicats aussi. Comment est-ce que les syndicats réagissent quand on met en place un mode de management constitutionnel de type holacratie? Est-ce qu'il n'y a pas des résistances? Est-ce que ce n'est pas un frein à la mise en place de l'holacratie? Ce n'est pas du tout mon expérience dans les différentes entreprises dans lesquelles nous sommes intervenus et pour lesquelles nous avons été en relation avec les syndicats. Je pense notamment à des grandes entreprises ou bien même à des entreprises moyennes. En fait, à chaque fois, bon, il y a eu des niveaux de relations et d'implication différents, mais à chaque fois qu'on a présenté, là, je pense à deux grands groupes. J'en prends un, je ne peux pas citer le nom, c'est pour ça que je suis en train de. Mais j'en prends un je pense à un groupe en particulier où on m'a mis en relation avec un des représentants syndicaux de la CGT et aussi de la CFDT. Et puis, juste par curiosité, on m'a dit ça serait bien que tu présentes ce que c'est que l'holacratie à ces personnes-là, ce que j'ai fait. On les a même impliqués dans plusieurs ateliers. Et à chaque fois, elles ont été pour le moins intéressées et au mieux emballées. Donc, accueil très, très positif, ce qui n'est pas illogique, puisqu'en fait, quand on réfléchit au fond à la finalité, en tout cas moi, ce que j'en comprends de ce que c'est que les syndicats, je crois qu'ils ont été notamment créés pour permettre aux salariés, tous les salariés et en particulier les plus vulnérables, de se faire entendre et de se faire défendre. Du coup, c'est vrai, quand on présente Holacracy qui permet à tout à chacun d'avoir des responsabilités claires, des limites d'autorité claires, des possibilités de ne pas rester dans l'impuissance, de ne pas être gouverné directement par des personnes, mais par des règles du jeu, de permettre à tout à chacun de traiter ces tensions. Donc, évidemment, à minima, de se faire entendre, mais bien plus que se faire entendre, permettre à tout à chacun, à travers ses rôles, de pouvoir être un agent du changement. On comprend même tous les mots que j'utilise, les phrases que j'utilise résonnent évidemment pile poil de façon générique. Après, il faut rentrer en concret, mais pile poil de façon générique dans l'essence même de ce pourquoi les syndicats existent. Et il y a même dans une autre entreprise auquel je pense, une grande entreprise où j'ai même passé 2 jours avec les syndicats pour leur présenter, leur faire vivre ce que c'était Holacracy. Et à la fin, ils étaient emballés. Et en fait, là, bon, après, on revient, il y a sans doute des réflexes, c'est pas du critique, mais ils se sont dit waouh, il faut quand même qu'on aille discuter avec la direction parce qu'on trouve que la direction ne va pas assez loin dans l'implémentation de Holacracy. C'est vrai que la direction avait été un peu comment dirais-je, elle avait un plan de route et de déploiement qu'on peut comprendre parce que c'était une grande entreprise qui était ce qu'il était et qu'en fait, les syndicats que nous avons rencontrés, j'étais avec un de nos associés, avaient envie d'aller beaucoup plus vite.
Et puis, dans les entreprises de taille plus petite, hein, je parle d'une entreprise d'une centaine, quelques dizaines, une centaine de collaborateurs, ça peut aller même jusque plus loin, où carrément les syndicats sont intégrés, parce qu'on n'est pas obligé, il y a des règlements, il y a des lois, il y a une réglementation pour régir les relations entre une entreprise, un employeur et les syndicats. Là, ils sont allés plus loin, ils sont allés jusqu'à intégrer dans le mode de fonctionnement de l'entreprise, avec l'accord évidemment des syndicats et des délégués, enfin toutes les instances, dans le mode de fonctionnement de la CRACI, ce qui n'était pas une obligation, et d'autres entreprises font différemment. Donc, je dirais que c'est très, très positif dans l'accueil. Après, dans les 10 dernières années, le seul endroit où il y a eu un bémol, que j'ai rencontré 2 fois ou peut-être 3 fois dans différentes entreprises, c'est qu'il y a des représentants en fait, qui étaient un petit peu gênés de temps en temps, parce qu'effectivement, ça les bouscule à partir du moment où, on va dire, je le dis très mal, mais pour qu'on se comprenne, on va dire en gros, une des parties du fonds de commerce des représentants syndicaux, c'est quand même de s'emparer des bobos ou des difficultés des uns et des autres. Il y a rien, mon propos n'est pas du tout péjoratif, c'est juste pour ça comprendre. Et donc, je rencontre une de ces personnes, un de ces représentants vient me voir et puis m'explique qu'on lui a dit que, il y a beaucoup de personnes qui lui ont dit que, avec quand même le culte un peu du secret qui avait du sens à l'époque, mais qui n'en a probablement plus quand vous êtes l'holacratie, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc, du coup, moi, je dis, bah, OK, je peux vous aider en vous demandant dans quel cas concret. Mais je ne peux pas donner le cas concret, parce que si je donne le cas concret, je donne à personne. Donc, on est rentré dans un système, vous sentez, quand je l'exprime, un système qui, pour moi, est un système qui avait du sens d'un autre âge et qui avait du sens de cet autre âge, qui devient un peu complètement démodé dans un mode de fonctionnement holacratique ou management constitutionnel de façon plus large, puisque tout à chacun est capable de traiter. Donc en fait, le représentant, en l'occurrence, allait à contre-courant, sans le vouloir, juste par réflexe et dans ce qu'il avait toujours fait pendant des années, à contre-courant de ce qui était permis, puisqu'il allait faire le tour des récriminations, des irritants des uns des autres, alors même que ces personnes-là, elles avaient commencé à apprendre un outil et des façons de faire qui leur permettaient de traiter elles-mêmes par elles-mêmes. Donc là, il y a quelque chose qui est intéressant, parce qu'il y a un changement, il y a des lignes qui bougent. Si vraiment on souhaite, et je sais que la CFDT est en plein dedans, qu'on aura discuté très très souvent avec Gonaël, si le but ultime, c'est la responsabilisation de l'employé, qui que ce soit, et développer sa capacité à ce qu'il soit lui-même un agent de changement, alors en même temps, a-t-il toujours besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui en faisant les fonds de couloir et les fonds de bureau, et en présentant les choses avec un « on » générique, alors qu'en fait, souvent, il y a une ou deux personnes derrière, qui par ailleurs, on voudrait bien qu'elles puissent se responsabiliser. Donc, c'est vraiment intéressant ce que j'ai pu observer. Mais sinon, globalement, ça se passe plutôt bien. Oui, on va revenir justement sur ce rôle de syndicat qui va sans doute être amené à évoluer. J'ai lu une étude récemment, c'était dans un article, qui disait que moins d'un Français sur deux juge les syndicats utiles, et moins d'un sur trois, 31% exactement, pensent qu'ils sont représentatifs des salariés, selon un sondage qui a été réalisé, que Louis vous mettra dans le module de chat, auprès de 1000 personnes. Et plus de 2 tiers des Français, donc 67%, disent aussi ne pas se sentir proche d'un syndicat en particulier. C'est pour ça que j'ai fait le petit sondage ici. Donc, ce n'est pas très représentatif. On n'a pas exactement les mêmes chiffres. Mais on voit bien qu'à l'origine, les syndicats ils visaient à défendre les ouvriers en première ligne de la révolution industrielle, qui étaient dispersés face aux capitaines d'industrie qui les employaient. Alors, à l'heure du bien-être au travail, Gwenaël, et de la fin de la hiérarchie, quelle est aujourd'hui la raison d'être des syndicats selon toi? Mais alors, oui, à l'heure de la fin de la hiérarchie, faut le dire vite quand même, parce que on va dire que c'est le début de la fin, quoi. Si on est un petit peu optimiste. Non, mais tout à fait. Je comprends le sens de la question. Pour prolonger ce que disait Bernard-Marie, c'est effectivement, en fait, l'exemple qu'il prenait montre bien qu'on était aussi dans différentes visions du syndicalisme, déjà avant. C'est-à-dire que si vous êtes dans un syndicalisme qui est bureau des pleurs, contestation permanente,
avec l'holacratie, vous perdez votre raison d'être. Enfin, c'est ce en fait, c'est ce que décrivait Bernard Marie. Mais aussi, on peut se dire, nous, notre syndicalisme, on appelle ça syndicalisme de proposition. Hein, on a toujours dit, nous, quand on amène une critique au système, on essaye d'amener une proposition avec. Hein, on était dans cette logique-là. Mais même cette logique-là, on pourrait se dire qu'elle est déplacée, puisque si on prend chaque tension et que derrière, on essaye de trouver une proposition, bah, finalement, on peut se dire tout va être réglé de cette manière-là. Et donc, c'est là, du coup, que nous, on a été amenés à réfléchir à tout ça, et c'est toujours en cours de réflexion. Mais il nous semble qu'il y a quelque chose qu'on n'enlèvera jamais, c'est par contre la nécessité de prendre soin de l'humain. Et ça, c'est une raison d'être qui peut rester, et qui, je pense, on en aura besoin encore longtemps. C'est-à-dire accueillir les émotions, prendre soin de l'humain, faire un pas de côté. On a développé des compétences dans ce domaine-là, et je pense qu'on en aura besoin encore assez longtemps. Voilà. Alors, ça peut venir recouvrir des choses qui se font déjà, hein, comme du coaching, de la médiation, mais on a des compétences dans ce domaine-là qu'on utilise souvent et qu'on va être amené à développer, je pense, de plus en plus, à un moment où justement, bah, d'ailleurs, dans cette période-là, on peut que le constater que et on a besoin de prendre soin de l'humain, de se retrouver les notions de solidarité, de collectif. Les collectifs, on se rend compte que les collectifs sont en miettes. Et comment on refait du collectif, etc. Et là-dessus, on a certainement des choses à apporter. Tu parlais aussi beaucoup de justice sociale. Est-ce que tu peux expliciter? Alors ça, c'est marrant parce que Laurent Berger, sans connaître du tout l'holacratie, avait parlé lui de boussole. Et ça, c'est vraiment une chose qu'on s'est donnée en commun, c'est la justice sociale, c'est notre boussole. Voilà. Et donc c'est à la lumière de ça qu'on doit regarder tout ce qu'on entreprend. On l'a développé, nous, dans notre raison d'être, hein, Sgen Pays de Loire. Je peux vous la donner, hein, c'est faire vivre les valeurs de la CFDT dans l'éducation nationale, pour nous. Et les valeurs sont émancipation, démocratie, indépendance, autonomie, solidarité. Voilà. Et plus précisément, derrière, on a mis dans la raison d'être des services et accompagnements individuels et collectifs, et des rencontres et des formations syndicales sur des sujets professionnels. Voilà. Alors c'est peut-être encore un peu trop long comme raison d'être, mais on y travaille. L'essentiel, c'est que ça vous parle. Hein. Je rappelle, la raison d'être, ce n'est pas une baseline marketing. Oui, c'est ça. Oui. Alors, on parle de justice sociale. Bernard Marie, le syndicat a quand même été créé sur la base du lien de subordination qui est inscrit dans le contrat de travail. Dans un mode de management constitutionnel, on casse ce lien de subordination. Quelle est la place finalement des syndicats dans les entreprises à management constitutionnel du coup? Waouh, super question. Je vais rebondir. En fait, on casse pas le lien de subordination. On peut pas. C'est pas que l'envie me manquerait pas, mais je plaisante. On peut pas. En fait, si on parle de syndicat, on parle de salarié, parce que le concept de syndicat, l'outil de syndicat, je ne sais pas comment l'appeler, enfin, cette instance, cette entité, ces syndicats ont été créés parce qu'il y avait des salariés. Donc, syndicat égale salarié. Et qui dit salarié dit lien de subordination, parce que vous savez comme moi que le lien de subordination est un des 3 éléments caractéristiques d'un contrat de travail, avec la fourniture de travail et en contrepartie la rémunération. Donc, c'est l'élément, enfin, le lien de subordination, c'est l'élément distinctif de ce type de contrat par rapport à d'autres contrats commerciaux, location de mandat, etc. Et c'est intéressant de creuser le lien de subordination parce que je pense que tout tourne autour de là. Et nous, c'était notre intuition dans l'Institut AGI, justement, d'aller voir ce côté-là parce que ce lien de subordination, je pense que c'est ça qu'on travaille quand on parle de l'acratie. Il vient évidemment parce que qu'est-ce que c'est que le lien de subordination? Juste qu'on se rappelle, ce lien de subordination existe dès que, un employeur, ça veut dire qu'un employeur peut exercer. C'est comme ça que c'est écrit dans les textes.
peut exercer son pouvoir de direction sur une autre personne. Donc, on parle de pouvoir sur. On parle de pouvoir d'une personne sur une autre. Et on comprend bien d'où ça vient et ça veut plein de sens. Mais en même temps, tant qu'on est dans une question du pouvoir sur quelqu'un, bon, nous, on est un peu des radicaux, évidemment, et on prétend, on a une croyance qu'on ne peut pas gouverner les personnes. C'est une utopie, c'est une illusion. Vous pouvez encourager les personnes, vous pouvez créer des conditions, des contextes dans lesquels les personnes vont adopter des comportements différents que dans un contexte particulier. Mais gouverner les personnes, c'est une utopie. Et il y en a qui continuent avec ça, avec la carotte et le bâton, on connaît bien ça, mais on voit bien les limites. Dès qu'on commence à creuser la question de la responsabilisation des individus, le développement de leadership, on voit bien que c'est orthogonal, enfin, c'est une polarité très différente de la polarité qui consiste à gouverner les personnes. Et puis, il n'y a pas 36 000 façons de gouverner les personnes. Gouverner les personnes, c'est commander les personnes, c'est diriger les personnes, comme c'est écrit. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même un hiatus, il y a quand même un problème entre les textes tels qu'ils sont écrits, qui décrivent en fait le droit du travail à travers le contrat de travail, à travers le lien de subordination, et puis ce que l'ensemble des dirigeants d'entreprise, pas que d'ailleurs, managers et collaborateurs, et sans doute syndicats, pour certains avec qui j'ai discuté, voudraient, c'est de responsabiliser les personnes. Et du coup, c'est intéressant parce que si on ne peut pas gouverner les personnes, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça remet en cause? On peut aller plus loin d'ailleurs parce que si on est, alors c'est l'ère et l'époque de la raison d'être. Et je me donne juste un truc parce que je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Gonel tout à l'heure, je trouve ça très, très intéressant, même si ce n'est pas tout à fait dans la question. On est à l'heure où on voudrait responsabiliser les personnes, mais responsabiliser les personnes, pour quoi faire? Pour quelle finalité? Bon, ça tombe bien, la loi Pacte, et disons, c'était pas relance ou réactive ou amplifie, on va dire, tout un mouvement autour de ce qu'on appelle la raison d'être. Il faudrait rentrer dans ce qu'on appelle la raison d'être, mais globalement, c'est quand même quelque chose qui concerne la valeur ajoutée qui est apportée à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Donc, ce que l'entreprise crée comme valeur, apporte comme valeur au monde et que le monde attend, bien sûr, sinon il y a un problème financier assez rapidement. Et du coup, quand on décline ça et qu'on a un outil comme l'holacratie, ou de manière plus large, un mode de management constitutionnel qui passe par une constitution, on arrive à des postures, là je vois par différentes approches, des postures au final qui arrivent à dire, au fond, il faudrait que… On pourrait imaginer que les personnes, en fait, dans une entreprise, elles ont des talents, elles ont tous des talents, elles ne le savent pas forcément, et puis que dans ces talents, elles peuvent avoir des rôles, et on pourrait imaginer que leurs activités au sein de l'entreprise, des activités qui sont utiles pour que l'entreprise manifeste sa raison d'être, ces activités-là, elles soient codifiées en rôle ou en mini-entreprise ou en micro-entreprise. Et finalement, imaginez une personne qui est dans son rôle, marketing, designer, je ne sais quoi, comptable, pourquoi pas, bien en fait, il pourrait être considéré. Alors ça, c'est pas du tout de l'utopie, hein, c'est des trucs qui tournent, c'est pas du tout utopique que je suis en train de raconter. Je peux vous mettre en relation avec des clients qui le font. Finalement, elle est en train de diriger une entreprise dans laquelle elle est toute seule, qui est une micro-entreprise, et donc elle se retrouve non plus à faire son travail, mais à gérer une micro-entreprise, et elle se place en tant que fournisseur de services et d'offres de services, et donc centrée sur le développement de la valeur ajoutée pour ses clients, et ses clients ne sont pas nécessairement des clients externes à l'entreprise, ça peut être aussi des clients internes à l'entreprise. Et on évite ainsi quelque chose qui paupérise la valeur ajoutée dans les entreprises, c'est de séparer d'un côté les productifs et de l'autre côté les improductifs sur des thèmes qui sont encore utilisés à certains endroits, le front office et le back office. Donc en fait, de dire que tout le monde est en charge de développer de la valeur ajoutée à son niveau, à sa place. Et sa place, c'est quoi? C'est une micro-entreprise dans laquelle on espère que tout le monde est plutôt dans sa zone de talent, ça serait mieux pour la personne et pour l'entreprise, et délivre en fait de la valeur ajoutée à des clients. Et ces clients peuvent être internes ou externes. Concrètement, un RH, une personne qui fait de la RH, un directeur RH, c'est une cas réel hein, dans une entreprise qui a adopté ce mode de fonction. C'est un changement complet de mode mental hein, qui nécessite évidemment pas simplement des discours, mais des outils, des nudges, des mécanismes pour que c'est une chance de fonctionner. Ce que je vais dire tellement c'est loin de la réalité de nos organisations actuelles. Ce RH, finalement, on pourrait le voir comme il est au sein de l'entreprise, mais il pourrait très bien être externalisé. Donc, il peut très bien voir, c'est juste une fantaisie mentale, on pourrait très bien le voir comme un fournisseur de services en matière de RH, qu'il est en réalité, mais on ne le voit pas toujours comme ça. Et du coup, s'il est fournisseur comme ça de services, il peut fonctionner à la fois pour des services internes de l'entreprise, mais aussi pour des services externes. Et du coup, si on est là-dedans,
on arrive avec une polarité qui finalement ne traduit beaucoup moins ou s'éloigne de tous les modèles mentaux qu'on peut avoir liés au concept même de salarié. Et du coup, le syndicat serait un fournisseur de l'entreprise, si je suis ton raisonnement? Non, pas du tout. Je ne parlais pas de syndicat, mais j'étais juste en train de challenger avec bienveillance, parce que là, on voit bien avec Gwenaël la discussion qu'on a, et j'ai adoré ce qu'il a dit tout à l'heure, mais qu'on pourrait peut-être approfondir sur le prendre soin. Je suis juste en train de dire que si le syndicat est né avec le salarié, moi, j'ai changé un peu la conversation et je suis allé sur le salarié. Le salarié, c'est quoi? C'est le lien de subordination. Et je suis allé sur le lien de subordination, et c'est le lien de subordination que je suis en train de challenger, parce que je pense qu'il est intéressant d'un certain point de vue, évidemment, et il est très, très contradictoire, ou il peut être s'il n'est pas bien placé, et je pense que là, il y a toute une réflexion à avoir, s'il n'est pas bien placé, il peut empêcher, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit bien dans toutes les entreprises conventionnelles, il peut empêcher la responsabilisation ou l'empowerment et la comptabilité, comme on en parle souvent. Mais du coup, que deviendrait le syndicat dans ce type d'entreprise? Du coup, pour aller au syndicat, il faudrait que j'aille un cran plus loin. Je réponds en répondant au lien de subordination. Je pense que le lien de subordination, un contrat de travail constant, il reste. Et du coup, en tout cas, à l'état actuel, il reste. J'ai fait un peu de prospective tout à l'heure. On n'allait pas si loin que ça et on y reviendra, sans doute, je ne sais pas. Mais le lien de subordination, il reste. Donc, la question du lien de subordination, c'est comment on élimine les effets néfastes, et tout en gardant les effets qui existent. Donc, il faut bien faire avec la réalité, évidemment. Le problème dans les organisations conventionnelles, c'est que ce lien de subordination, qui est juste lié au contrat de travail, il est mélangé avec le travail. Donc, le simple fait de mettre en place des structures de rôle permet de différencier les personnes des rôles, et concrètement, permet à des personnes de gérer leur contrat de travail indépendamment, et à l'employeur et les personnes qui ont contracté, de gérer la question du contrat de travail indépendamment ou de façon différenciée de la question du travail. Donc, très concrètement, comment faire pour que dans une entreprise, j'ai un leader de cercle à qui on retire ce lien de subordination, parce qu'un leader de cercle ne peut en aucun cas diriger les personnes qui sont ne peut en aucun cas diriger les rôles qui sont dans le cercle, et les personnes sont dans leur rôle. Donc, on perd ce lien de subordination au niveau opérationnel si c'est bien fait, et ce n'est pas facile d'y arriver. Mais en même temps, on ne peut pas la perdre définitivement. On ne peut pas dire qu'il n'y a plus de lien de subordination. Du coup, ça pose la question de où est-ce qu'on retrouve le lien de subordination. Et s'il y a encore ce lien de subordination, il y a besoin des syndicats. De toute façon, il y aura besoin sans doute de syndicats, mais l'évolution, il y a besoin des syndicats tout de suite, qui sont déjà là. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on peut faire quand on utilise un outil type holacratie, c'est de pouvoir séparer la question du travail qui est fait, le travail qui est de délivrer, de faire des routes, de distribuer, de produire, d'un autre type de travail qui est de recruter, qui est de former, qui est de payer, qui est etc., de s'occuper des personnes, de prendre soin des personnes d'ailleurs aussi. Et à partir du moment où on différencie ça, ce qui n'est pas le cas dans le modèle conventionnel, puisqu'on a le fameux management qui recouvre les deux. Le management, c'est à la fois du management de business et du management de RH. Et du coup, lorsque c'est bien fait, et holacratie n'apporte pas de façon native, il y a plus à faire autour. Il y a des trous, il y a des manques, évidemment, des lacunes. Holacratie, ce n'est pas un outil miracle. Mais quand on l'utilise bien, on peut être amené, et on a intérêt à le faire, clarifier les deux. Ce qui fait que d'un côté, on a des employés, des personnes physiques qui ont contracté avec un employeur, et il y a un espace dans lequel l'employeur va gérer le contrat de travail. Et là, il y a encore ce lien de subordination. Heureusement, parce qu'on a aussi besoin d'avoir des sanctions, etc. Comme dans le contrat commercial, il y a aussi des sanctions, avec des pénalités, des choses comme ça. Mais cette gestion du contrat de travail se fait de façon différenciée, pas mélangée, dans un autre contexte, si vous voulez, que celui qui est au moment de l'action, dans le travail, au niveau des cercles opérationnels. Et donc, le contrat de travail existe toujours, et donc les syndicats a toujours sa place qu'il a aujourd'hui, qui est de prendre soin des personnes dans leur capacité à gérer au mieux le contrat de travail, à faire évoluer un certain nombre de choses. Et ce que vient de dire Gwenaël, il me semble pertinent, parce que moi, ce que je retire finalement de l'essence, j'essaie de construire en entendant l'essence finalement du syndicat, c'est quand même d'identifier les failles, des failles qui seraient défavorables et néfastes aux employés, aux collaborateurs, et de trouver des solutions. Et quand Gwenaël parle de prendre soin, de gérer les émotions, faire des pas de côté,
c'est vrai que si on prend holacratie pure et dure, il y a un méga trou dans la raquette là-dessus. Et que holacratie ne permet pas de gérer, de prendre soin des personnes, ni de gérer les émotions. Et que beaucoup d'entreprises qui adoptent un modèle type holacratie ne vont pas nécessairement penser à s'occuper de ça. Donc, heureusement que le syndicat est là, si tant est que le syndicat s'occupe de ce qui vient d'être dit. Ouais. Je peux ajouter un truc? Oui, je t'en prie, Gwenaël. Et d'ailleurs, même si on casse le lien de subordination, le casser ne suffit pas. Parce que en fait, j'ai pu me rendre compte que si vous le cassez, c'est un peu ce qui se passe là dans ce qu'on appelle les entreprises libérées, où on dit tout du jour au lendemain, on vous dit libérez-vous. En fait, on peut laisser des personnes très désemparées avec ça. Et parce que vous avez des gens qui sont depuis 20 ans dans une posture d'exécutant, il suffit pas de claquer des doigts pour qu'ils passent à l'empowerment ou autre. Alors, pour pousser la logique prospective, je vais être provocateur jusqu'au bout, et j'avais même imaginé que dans une boîte qui tourne avec l'holacratie, on pourrait envisager de fusionner syndicats et RH et DRH. C'est pas d'un provoque. Pardon. Parce que ce serait logique, dans la définition des rôles, finalement, on peut se rendre compte qu'ils s'occupent des mêmes rôles. Et c'est ce que tu as décrit tout à l'heure. Alors, justement, dire ça à un Gwenaël, DRH, ça peut peut-être le chambouler, mais en fait, quand on pousse la logique, c'est envisageable. Parce qu'il y a des compétences qui sont les mêmes. Tout à fait. alors justement, Gwenaël, j'avais une question là-dessus sur toi. Comment envisages-tu l'évolution de la place des syndicats? Tu en as un peu parlé. Il y a une expression que tu utilises que j'aime bien, c'est passer de la réaction, qui est quand même l'origine du syndicat, à la création. Est-ce que tu peux Ouais. nous en Ouais, bouger le C, ouais. De la réaction à la création. En fait, pour en avoir discuté aussi déjà, je me suis rendu compte que finalement, peu importe le nom, moi je suis pas attaché particulièrement à tout prix au nom syndicat, surtout qu'il est très connoté. Et finalement, quand on rentre dans une logique de rôle, peu importe le nom qu'on donne à cette institution, il y a des rôles essentiels à la vie d'un collectif. Et voilà. Donc après, que ce soit telle ou telle instance ou truc qu'ils prennent en charge, peu importe. Moi, effectivement, j'ai appris là, il y a un déclic qui s'est fait il y a pas si longtemps que ça. Hein. J'ai appris à déconnecter le travail des instances. Hein, c'est un peu ce que décrivait Bernard Marie à l'instant. Toute la cuisine des instances, etc., mais le déconnecter vraiment du travail qu'on a à faire. Et donc, du coup, ça m'a amené aussi à mieux cerner les rôles, là, ces rôles essentiels. Et je le redis, hein, il y a un rôle d'écoute, par exemple. N'importe quel militant syndical a déjà eu l'occasion de recevoir quelqu'un ou alors de l'avoir au téléphone, de juste l'écouter, poser des questions, même pas donner de conseils, rien, c'est juste l'écouter, d'avoir un grand merci derrière, parce qu'il y a des gens, ils ont juste besoin de faire un point. Voilà. Donc ça, c'est un rôle qu'on a. Alors, ça pourrait être tenu par une association, par un RH qui a le sens de l'humain, enfin tout ce que vous voulez, mais voilà, il y a un rôle d'écoute qui est nécessaire. Donc peu importe qui le fait, mais ce rôle est nécessaire. On a développé des compétences dans la formation, dans l'organisation du travail. Je pense que quel que soit le système que vous mettez en place, vous aurez besoin à un moment de descendre du vélo pour vous regarder pédaler. Donc là, il faut c'est intéressant aussi, même à l'échelle d'une société, d'avoir des gens qui sont là dans le temps long et des gens qui se préoccupent de ça, du temps long. Et peu importe l'agitation ambiante, d'avoir des vigiles, des espèces de vigiles comme ça dans la société ou au travail, des lieux dans lesquels on peut dézoomer, je redis, ou aussi faire un pas de côté, c'est hyper important, je me rends compte, moi. Voilà. Peut-être même encore plus important dans des situations d'urgence comme celle qu'on vit en ce moment.
Et justement, sur l'organisation du travail, est-ce que tu penses que la réinvention du management, la transformation managériale, holacratie, management constitutionnel, ça doit venir des syndicats? Ah oui, oui, ça peut, ouais, tout à fait, ouais. Bah, en tout cas, on peut y aider, on peut aider à ça, ouais, tout à fait, ouais. On a tout intérêt. Moi, je pense, on a beaucoup discuté, nous on regarde ça en face, hein, à la CFDT, on parle même de la mort, hein, du syndicalisme et de ça, parce que voilà, toute organisation est mortelle, hein, et donc bah, pour que ça soit un peu moins anxiogène, moi je parle d'évolution, et ça peut faire partie de l'évolution, et parce que je suis vraiment convaincu que les rôles qu'on remplit actuellement, eh ben, il y en aura besoin encore très longtemps. Voilà. À commencer par le fait que en ce moment, on a énormément besoin de refaire du collectif. Voilà, moi je crois beaucoup à l'analyse je partage cette analyse là de mouvements de balancier de nos sociétés. Notre société, elle est passée d'un collectif plutôt étouffant avant les années 60. Hein. Enfin, pendant très longtemps, le, les enfants n'avaient pas le droit de parler à table. Enfin, à l'époque de mes grands-parents, à moi, hein, etc., on était dans un collectif comme ça, très étouffant. Et au début des années 60, on est passé à l'expression de soi comme un grand mouvement de balancier. Puis bah, peut-être que le curseur, on l'a un peu trop amené du côté de l'individu, de l'individualisme, etc. Et là, moi, je sens quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré et de revenir vers. Vous voyez, si on fait un balancier comme ça de l'individu collectif, collectif, individu, et bah, je pense qu'on a vraiment besoin de remettre le curseur vers le collectif. Et bah pour ça, on a des compétences, et l'holacratie, ça peut vraiment être le bon outil, un des bons outils pour le faire en tout cas. Merci. Alors, toi, Bernard-Marie, ce sera la dernière question avant qu'on passe aux questions-réponses des participants. Dans tes travaux de recherche, tu repenses la notion même de salarié, là pour le coup. Et beaucoup de personnes se mettent aujourd'hui en freelance ou font ce qu'on appelle du slashing. C'est d'avoir plusieurs jobs à la fois. Donc, on voit qu'on sort petit à petit de ce statut de salarié. Est-il finalement devenu obsolète? Je sais pas, j'ai pas de boule de cristal, mais ouais, j'ai envie qu'ils le deviennent en tout cas. Et je sens que c'est une des options possibles. Et je sens qu'en fait, c'est assez facile de réconcilier deux mondes. D'un côté, j'ai des enfants donc beaucoup plus jeunes que moi, et je vois comment ils fonctionnent. Ils ne fonctionnent pas du tout comme nous on fonctionnait. Bon, c'est une évidence, tout le monde le dirait. Mais donc, si je prends un de mes enfants, par exemple, Benjamin, il a plusieurs jobs. Il a changé de job très régulièrement, mais du tout au tout. Hein. Et puis, il en a plusieurs en même temps. Donc, effectivement, c'est un slasher. Et si j'ai bien compris la définition de slasher. Et donc, on a ça d'un côté. Donc, effectivement, ils ont leur microstructure et puis ils font ça. Et puis, de l'autre côté, on a les entreprises conventionnelles qui veulent se réinventer. Les entreprises conventionnelles qui veulent se réinventer, ça passe par la valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée passe par l'épanouissement d'être humain et réciproquement. On peut le prendre d'un bout ou d'un autre, c'est la même chose, c'est ça qui me plaît. Et c'est pour ça que je fais ce que je veux. Mais donc, cette façon de voir, on se rend compte quand on creuse concrètement, pas intellectuellement, concrètement sur le terrain, on se rend compte à un moment ou à un autre, dès qu'on a commencé à mettre en place les rôles, qui n'ont rien à voir avec des fiches de poste où on ne s'occupe pas de décrire ce que fait la personne, on ne s'occupe pas de ce que fait le boulanger pour produire du pain, on s'occupe de ce qu'il y a dans la vitrine et ce que le boulanger offre à des clients potentiels. Et le rôle, c'est la même chose dans une entreprise. Mais dès que vous avez mis le doigt là-dedans dans ce modèle mental, qui ne se fait pas du jour au lendemain, mais dès que vous avez mis le doigt dans le modèle mental, vous pouvez dire, mais si finalement une personne est dans un rôle, si je reprends le rôle de RH tout à l'heure, dont le rôle n'est pas défini par ce qu'elle fait, mais par ce qu'elle offre aux autres. Et les autres, vous allez me dire, c'est des gens en interne, mais je redis ce que j'ai dit. Si vous voulez vraiment être intéressé par la valeur ajoutée, ouvrez-lui la possibilité à ce qu'elle puisse facturer un client externe à l'entreprise, qu'on a fait réellement dans la vraie vie, qu'on a fait aussi avec l'informatique. Et du coup, les gens changent de posture et s'occupent de descendre de vélo pour se regarder pédaler, pour se poser la question, comment est-ce que je peux améliorer, comment est-ce que je peux créer plus de valeur ajoutée dans mes rôles. Sinon,
la raison d'être globale de l'entreprise, vous direz, elle ne va pas évoluer. C'est des vœux pieux. La boussole, ça ne suffit pas. Ce qu'on veut, c'est créer de la valeur ajoutée. Mais à partir du moment, si vous me suivez, où une personne dans un rôle se voit maintenant comme un micro-entrepreneur, encore salarié, qui offre et qui crée de la valeur ajoutée pour des clients internes et externes, le pas est plus très long à franchir pour passer entrepreneur, carrément. Et on retombe sur le slasher que j'ai décrit avant. Donc, on voit bien que les deux mondes, et j'ai écrit une tribune aussi, on voit bien que ces deux mondes, ils se rapprochent. C'est juste inéluctable. Et donc, oui, moi, je vote. Enfin, peut-être que je suis quand même à côté de la plaque. Et en tout cas, là, pour l'instant, j'ai du concret derrière. Donc, ce n'est pas du tout intellectuel ce que je vous raconte. Mais moi, je vote pour la suppression du lien de subordination, donc du contrat de travail. Il y a d'autres contrats qui existent, le contrat commercial, etc. Après, se posera la question de comment est-ce qu'on prend soin des personnes, parce que ce que je raconte existe déjà pour un certain nombre de personnes. Et je suis d'accord avec Gonaël, il va bien falloir que la société civile, sous une forme ou une autre, pourquoi pas les syndicats, s'occupent ou se préoccupent d'identifier les failles qui pourraient gêner les collaborateurs qui sont un peu plus loin que les autres pour devenir des entrepreneurs dans leur rôle et sortir du statut de salarié, et donc les accompagner vers le self-management. Et là, si on regardait ça sous l'angle de la raison d'être, syndicats, RH et managers vont dans le même sens parce que le but des trois est le même. Le but des trois, dans toutes les entreprises que j'accompagne, et les IRP, le but de toutes ces instances, c'est bien de faire en sorte que chaque collaborateur puisse aller vers se développer à son rythme, sans ingérence et sans pousser, vers ce qu'on appelle le self-management, c'est-à-dire la capacité des collaborateurs à se gérer eux-mêmes, dans un collectif, bien sûr. Il y a un collectif et des règles du collectif, ça ne veut pas dire parce que se gérer eux-mêmes, dans ce que nous on appelle dans le jargon self-management, la capacité à gérer des rôles. Et finalement, je pense que l'essence du syndicat, si on la reprend à un autre niveau, et moi j'accroche là-dessus, et je ne suis absolument pas légitime pour parler de ça, mais bon, comme on en discute et que j'ai la parole, je pense que l'essence d'un syndicat, ça devrait, parce que ça n'a pas toujours été comme ça, et ce n'est pas toujours comme ça dans mon vécu, mais ça devrait probablement aller vers, effectivement, d'identifier les failles et de venir au secours, au secours, mais sans infantiliser les collaborateurs. C'est un secours bien mérité. Ce n'est pas un secours où je sauve, c'est un secours où j'apprends à pêcher, je ne jette pas du poisson. En tout cas, viennent adresser, pointer du doigt et faire des choses pour que les collaborateurs puissent se développer et que le système puisse avancer sans laisser de côté les gens, mais dans une posture qui n'est pas une posture de sauveur, qui est dans une posture de j'accompagne les personnes pour qu'elles se développent elles-mêmes à leur propre rythme. Tu es d'accord avec ça, Gonel? Ouais, tout à fait. Ouais, d'accompagnement. Et oui, moi, la réflexion m'a même amené à repenser complètement certains métiers même, hein, parce que moi, je suis aussi enseignant, hein, et par exemple, en poussant cette réflexion, je me suis demandé si on n'avait pas fait une erreur en faisant d'enseignant un métier à temps plein, vous voyez. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne devrait pas avoir tous des missions d'enseignement à un moment de notre carrière? C'est-à-dire, est-ce que ce ne serait pas un plus si quelqu'un dans une boîte avait 6 heures par semaine à devoir enseigner ce qu'il fait? Et c'est une grande source de progression, hein, en fait, d'enseigner aux autres. On n'apprend jamais autant que lorsqu'on enseigne aux autres. En fait, c'est un des meilleurs moyens d'apprendre, c'est de transmettre ce qu'on a appris. Ça renforce énormément ça a été démontré. Et donc voilà, et ce serait bénéfique aussi pour le système éducatif, je pense. Enfin bon, là, on est dans une réflexion prospective, hein, c'est pas demain la veille, mais ouais, ça amène cette comment dire, morcellisation, enfin cette, je sais pas comment vous appelez ça, slash, là, je connaissais pas enfin, c'est le fait que les gens aient plein de rôles dans plein de choses. Je pense que ce serait un grand apport, parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup enfermé dans ses spécialités. Et ça permet aussi de se décentrer, d'avoir plusieurs rôles dans plusieurs endroits, de comprendre la réalité des autres. Quelque chose qui manque aussi beaucoup. Merci. Alors, on va arrêter là l'échange à 3. On va l'ouvrir aux participants et on va prendre vos questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans le module Q&A. Et on va commencer par une première question de Marcel. Bonjour Marcel, hein, ça fait un bout de temps
qu'on s'est pas vu. Alors, comment désamorcer la grande méfiance qui peut exister entre direction et syndicat en vue d'amorcer, à minima, de nouvelles voies de collaboration et au mieux de la coopération? Qui est-ce qui voudrait commencer à répondre? Moi, je crois que pour commencer, il ne faut pas être trop dans les paroles. Je crois qu'il faut faire ensemble, quoi. La défiance réciproque, elle peut se dépasser si on se rencontre, hein, pour de vrai, puis qu'on a des objets, qu'on se rend compte qu'on a des intérêts communs. Voilà, c'est pour ça que la notion de raison d'être, elle peut aussi être très éclairante, en se disant finalement, qu'est-ce qu'on fait là, quoi? On est venu faire quoi? Puis il me semble assez évident aussi que ça nécessite, parce que ça existe déjà ça quand même, hein, mais ça nécessite un pas des deux côtés, quoi. Faut qu'il y ait la volonté des deux côtés d'aller vers ça. Mais on a des beaux exemples, hein, autour de nous, hein. Il y a des endroits où ça fonctionne très bien, hein. Il y a une logique. Et d'ailleurs, par exemple, il y a un bel exemple qui est peut-être un peu, qui n'est pas assez mis en valeur dans notre société, qui est assez méconnu, c'est les prud'hommes. Qui est une instance dans laquelle il y a des espèces de juges qui sont pour faire vite, deux des syndicats et deux des employeurs, donc ils sont 4 pour juger. Et il faut absolument qu'ils se mettent d'accord sur le jugement. Et eh bien, ça donne des choses très très intéressantes, puisque chacun essaye, en résumé, de comprendre la logique de l'autre. Voilà. Anna-Marie, tu veux réagir sur cette question? Oui, d'abord, comment désamorcer merci, bonjour Marcel. Mais comment désamorcer la grande méfiance? La façon de poser la question pourrait être interprétée qu'elle est systématique, cette grande méfiance, et j'ai des cas, moi, d'entreprises dans lesquelles il n'y a pas cette grande méfiance. Déjà, ce n'est pas une généralité. Ça arrive, bien sûr, hein, je connais plein de cas, mais ce n'est pas une généralité. Moi, je crois que juste, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Gwenaëlle, mais je pense qu'effectivement, à partir du moment où on met de la clarté sur le sens, vraiment en profondeur, en fait, que ce soit la direction, la RH, pour généraliser, il n'y a pas que la direction, la RH, et puis les syndicats vont dans le même sens. Et pourquoi on va dans le même sens? C'est parce que si on creuse vraiment les sujets, qu'on dépasse et qu'on va vers la raison d'être, en fait, quand vous allez vraiment vous pousser le raisonnement jusqu'à la raison d'être, manifester raison d'être égale valeur ajoutée apportée au monde et que le monde attend, et qu'on décline ça vraiment en profondeur, ce qu'on a fait plein de fois, on arrive à la même chose, que vous le preniez sous l'angle de la raison d'être et de la création de valeur, ou que vous le preniez sous l'angle du développement de l'humain et centré sur l'humain, on arrive à la même chose. Ces deux polarités se rejoignent dès qu'elles sont prises au bon niveau. C'est un des avantages du management constitutionnel, même s'il y a encore des trous dans la raquette avec holacratie, mais d'arriver à cet outil ou cette façon de voir les choses amène les différentes polarités, les structures, ce qui fait qu'on arrive à se retrouver sur un terrain où on se comprend. Moi, je crois que la grosse limite que j'ai vécue, alors cette fois, non pas dans mes 10 dernières années, mais avant, parce que j'étais patron de boîte et j'ai eu à gérer les syndicats, la grosse limite que je vois, j'avais créé des relations intuitu personnelles excellentes avec les personnes. À chaque fois que ça a accroché, c'est parce que les délégués syndicaux n'était pas, c'est un problème de gouvernance en tout cas, alors ça a dû évoluer, hein, mais à l'époque, ça remonte maintenant une quinzaine d'années, mais les façons dont les syndicats fonctionnaient, en tout cas ceux auxquels j'avais à faire face, je ne vais pas les citer, en fait, on traitait de sujets, voilà, avec ce que je viens de dire, avec du sens et du bon sens, tout simplement, et de la bonne foi, et de la bonne volonté. Après, à partir de ce moment-là, tout est possible. Mais les représentants syndicaux allaient voir leurs instances, donc le syndicat, l'organisation syndicale qui échappe complètement à l'entreprise que je dirigeais, avaient des points de vue différents de gens qui étaient en back-office, qui étaient la hiérarchie syndicale, et ça amenait les personnes avec qui j'étais en contact tous les jours à changer d'avis et à s'excuser en dehors. Alors après, on jouait le jeu à la noix que tout le monde connaît et qui existe encore, hein. Ce n'est pas parti comme ça en 15 ans. Hein. Et du coup, c'est ça la limite. Donc moi, là, une des limites,
je trouve ça génial ce que fait Gwenaël, parce que c'est que le syndicat lui-même, en tant qu'organisation, fonctionne avec un mode de gouvernance qui évolue aussi. Tant que le syndicat n'aura pas fait évoluer sa gouvernance, il devrait même être devant. Il devrait même être les organisations les plus avancées en la matière par rapport aux autres entreprises. Sinon, ça ne va jamais le faire. Oui, quand tu dis les syndicats, c'était un syndicat, ça ne devait pas être le mien, je crois. Non, oui, excuse-moi, c'était évidemment pas la CFDT, évidemment. Oui, bien sûr. Merci. J'espère que ça répond à la question, hein. Si jamais ça ne répond pas à la question, vous pouvez remettre une question ou le spécifier dans le module de chat. On a ensuite une question, donc c'est spectateur anonyme, donc je ne pourrais pas citer la personne. On voit bien que le salariat tend à devenir moins la règle. De plus en plus de personnes offrent leurs services aux entreprises sous forme de mission. C'est plutôt positif, mais certaines personnes peuvent aussi être fragilisées. Par exemple, les chauffeurs Uber. Voilà, on sait tous qu'ils sont un peu rémunérés au lance-pierre, les chauffeurs Uber et puis Uber Eats aussi. Que faut-il mettre en place concrètement pour les protéger des abus possibles? Des idées là-dessus? Ben oui, c'est des actions collectives. En fait, c'est faire du collectif. En fait, ce qui est compliqué, c'est quand moi, c'est un des risques que je vois, hein, quand dans l'éclatement complet du salariat, c'est qu'on perde une vision large. Il faut faire attention à ça, parce que l'intérêt, par exemple, hein, je vous disais de la CFDT, je parlais de ce que je connais, mais c'est parce que la CGT, c'est vrai aussi, hein, ils ont une histoire. Et donc, il ne faut pas oublier l'importance du temps long, mais aussi d'une vision plus large. Hein. C'est-à-dire que si chacun s'enferme dans ses spécialités, moi je vois un risque d'éclatement, et puis aussi du coup de se retrouver isolé. Voilà, moi j'ai une sœur qui travaille en freelance. Bon bah effectivement là il y a des choses à construire, et là on n'a pas de réponse toute faite. En tout cas nous à la CFDT, et on est en réflexion là-dessus sur quels nouveaux outils, quels rôle à créer pour que ces gens-là qui sont dans un système très solitaire puissent trouver des solidarités, quoi. Et là, il y a vraiment des choses à inventer, hein. Moi, j'ai pas de baguette magique là-dessus. Je crois qu'on est tous à la recherche de ça, là, pour le coup, hein. Bernard-Marie, tu veux répondre à la question? Oui, juste pour ajouter, je partage ce que vient de Diagonale. Évidemment, on est dans une zone floue, un espace dans lequel il va falloir inventer ou réinventer, qui est différent, qui est l'après salarié et l'avant. Chacun est autonome et a sa boîte et sait gérer plusieurs clients pour éviter de dépendre d'un seul. En fait, c'est ça, en fait, hein. On passe du salarié à l'entrepreneur, et l'entrepreneur qui gère bien sa boîte, il s'arrange, pas toujours possible, mais il s'arrange d'avoir plusieurs clients, ce qui fait que s'il a une difficulté avec un client, il ne coule pas la boîte parce qu'il est sur d'autres. Mais là, on voit bien que pour Uber Eats, on n'est pas du tout dans ce cas-là. On n'est pas du tout ça. C'est du pseudo-salarial. On n'est pas encore, on est au milieu du gué, on n'est pas dans les deux. Donc, effectivement, il y a tout à inventer là. Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, il y a de la place pour les syndicats, peut-être d'autres instances, ou d'autres façons, d'autres associations, ou d'autres, je ne sais pas quoi, pour gérer cet espace entre les deux. C'est clair. Mais on est en train de l'inventer. Ça va se faire. C'est obligé. Ça va se faire. Merci. Alors, on a ensuite une question sur le poids des syndicats. La personne indique qu'il ne semble pas que les syndicats aient le poids nécessaire auprès des responsables d'organisation. Comment changer cela? Faut voter pour eux. Il faut adhérer. Non, mais là, il y a un vrai sujet. Après, j'ai lu, c'est quoi, 7%, je sais même plus à combien on est de gens qui sont. Mais là, on en revient à la question des collectifs qui sont en miettes, hein. C'est-à-dire que soit les gens se rendent compte que ça peut être une force, hein, de se mettre ensemble, de mettre en commun et de réfléchir ensemble, de faire des propositions, etc. Soit on continue l'éclatement, mais moi j'ai envie de penser que ça se fera sous une forme ou sous une autre. Voilà.
ce que je peux en dire de ça. Mais ça, c'est clair que là, pour l'instant, il y a des endroits où on n'a presque même pas de légitimité tellement on représente peu de monde, quoi. Alors, il y a encore des bastions dans lesquels il y a pas mal de sections et de gens qui sont représentatifs, hein, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres endroits où ça pose des vraies questions, quoi. Bah, où tout simplement on n'est pas légitime, quoi. Bernard-Marie, tu peux répondre à la Euh, question et mettre ça en perspective peut-être aussi par rapport au management constitutionnel que tu déploies dans les entreprises? Ouais, parce que en fait, c'est ça. C'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Je pense que les syndicats, ils ont les mêmes difficultés que les entreprises. Et donc, quel est l'alignement sur leur raison d'être. Mais quand je dis alignement sur leur raison d'être, c'est pas uniquement de mettre une belle raison d'être sur un papier. On s'en fout de ça. Ça, c'est un vœu pieux. Non, quand je parle d'alignement, c'est mettre en place une structure de gouvernance sérieuse, donc constitutionnelle, je ne vois pas comment ça peut être autrement, une structure de gouvernance constitutionnelle dans ces organisations qu'on appelle des syndicats, centrée sur la raison d'être. Et puis, bah, s'ils ne le font pas, il y en a d'autres qui le feront, parce que dans cette réinvention qui va se faire, il y a la place pour. L'avenir, de toute façon, est au management constitutionnel et centré sur la raison d'être. C'est juste, pour moi, c'est inéluctable. On peut se prendre pour un fou, on en parlera dans plusieurs années. Et ce qui est vrai pour les entreprises est également vrai pour les syndicats. Et de la même manière qu'il y a une marque employeur et une marque employé, il faudrait qu'il y ait une marque syndicat. Et je suppose, enfin, je sais que la CFDT, mais sûrement les autres, il ne faut pas les sous-estimer, évidemment, ils doivent travailler là-dessus. Comment on fait pour que le syndicat soit attractif? Et pour qu'il soit attractif, quoi d'autre que la transparence sur une vraie raison d'être et un mode de gouvernance transparent et qui soit aligné sur la raison d'être. Ce qui n'est pas le cas de tous les syndicats. Ouais. Encore. Et ça rejoint aussi la question de la démocratie représentative. C'est-à-dire que j'accepte que ce soit qui me représente dans la boîte, dans la société, de manière générale. Et on a à réfléchir aussi au fait que dans une société hyper individualiste, moi j'ai envie que le syndicat pense tout comme moi. Vous voyez? Et ça a une limite. La somme des intérêts particuliers n'a jamais fait un intérêt général, comme disait un de mes collègues, fort justement. Donc voilà, il y a à penser cette articulation et à se demander aussi, parce que vous pouvez pas, vous voyez, la démocratie directe, c'est un beau rêve, mais on peut pas donner son avis sur tout le temps. D'ailleurs, même les gens n'auraient pas envie, hein, parce que sinon, vous devez on va passer nos journées en assemblée, vous voyez, en assemblée de décision, etc. Donc il y a un moment où il faut accepter de déléguer aussi. Et ça, c'est intéressant parce que l'outil holacratie permet aussi de se dire, ah bah c'est bon, il y a ces rôles-là, ces personnes-là s'en occupent, je peux déléguer. Hein. Mais par contre, sur ces sujets-là, je veux qu'on me consulte parce que c'est moi qui ai la compétence. Et ça permet aussi de mettre de la clarté là-dessus. L'outil est hyper intéressant pour ça. C'est vraiment l'outil, ce que je dis parfois leader, parfois suiveur, quoi. Hein. C'est-à-dire parfois j'ai la main, parfois j'accepte de suivre. Et ça me fait du bien même, hein, parce que voilà, je me laisse porter et puis j'ai pas à m'occuper de ça. Voilà, je sais qu'il y a quelqu'un de compétent qui s'en occupe. Merci. Alors, question suivante, c'est suite de la question avec les syndicats. Pour modifier le système et qu'il puisse accompagner les personnes comme vous le proposiez, des modifications d'organisation ou autres peuvent être nécessaires. Or, ils n'ont pas la main, à ma connaissance, à date. Ils pourraient l'avoir. Hein. Enfin, j'ai des cas concrets où ils l'ont, la main. Dans certaines entreprises, les syndicats et autres instances qui représentent le personnel ont été intégrés dans le mode de fonctionnement holacratique. Donc concrètement, c'est des cercles. Et en l'occurrence, le cas auquel je pense, c'est des cercles au sein de la RH. Et donc, à partir du moment où ils sont intégrés dans… Alors, bien sûr, cette intégration, elle ne peut pas être décidée unilatéralement, ni par l'employeur, ni par le syndicat. Il faut que les deux soient d'accord. Mais à partir du moment où c'est accepté, donc on en revient… À partir du moment où c'est accepté, ça veut dire que les syndicats, comme tout le monde, ont la possibilité
d'altérer, de modifier, y compris la structure de pouvoir. Ça, c'est le propre de la démocratie, qui non seulement donne une voix aux personnes, mais ça, la barre est assez basse, on est bien d'accord. Dire les choses, c'est bien, mais c'est absolument pas suffisant, mais permet à tout agent, tout collaborateur ou syndicat, en le cas ou représentation syndicale, de modifier la structure de pouvoir en place grâce à la réunion de gouvernance. Donc c'est possible. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de cas. Moi, j'en ai 2 en tête, enfin 2 qui existent. Mais si ça s'est fait, c'est parce que c'est naturel. On est peut-être très en avance. On fait peut-être beaucoup de prospectives là, dans ce call, mais en même temps, c'est le sujet. Donc c'est possible. Après, il y a peut-être d'autres voies que je ne connais pas, mais en tout cas, je voulais citer ces 2-là. Ouais, puis il faut aussi pas s'interdire dans le cadre actuel, même si on n'a pas la main, de faire quand même. Ça, c'est mon côté un peu rebelle, mais nous, on est dans un cadre, par exemple, où on propose des formations professionnelles, enfin oui, des formations pédagogiques, par exemple, nous, en interne. C'est pas censé être notre rôle, mais on se le donne quand même, hein. Vu que c'est mal fait dans l'éducation nationale, bah nous, on propose un truc bien fait. Voilà. Merci. Alors, une question ensuite de Vincent. En entreprise, comment amener un système d'autogouvernance auprès de la direction qui, de par la nature même de ce système, perdrait leur pouvoir, leur place hiérarchique? Ça amène à une deuxième question qui est comment faire évoluer les niveaux de conscience de nos managers, direction, pour ne plus penser qu'à leur pouvoir et leurs intérêts personnels, mais mettre en avant l'intérêt collectif. Ah bah oui, ça c'est la grande question. C'est Lalou qui dit que de toute façon, si la direction n'a pas décidé de faire la bascule, on va se battre contre des moulins à vent, hein. Donc c'est sûr que c'est essentiel. Moi, je pense que ça, c'est aussi des cheminements très personnels. Je pense qu'il faut une dissonance à un moment. Alors, soit c'est un long cheminement de réflexion sur l'autonomie, l'autogestion, etc. Mais là, c'est pas ce qui a l'air d'être décrit. Si c'est des gens qui sont très attachés à leur pouvoir, etc., je pense qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui fonctionne plus. Faut que c'est exactement comme ce qui se passe un peu en ce moment, là. C'est-à-dire, bah, là, on voit, ça bloque, là. Il y a une grosse dissonance cognitive, comme on dit en éducation. Donc, il y a quelque chose qui bloque, là. Et bah, soit je me braque et puis je m'obstine, soit je me dis, bah, là, il y a quelque chose qu'il va falloir que je lâche, que je peux plus. Voilà, moi j'ai l'impression. Mais bon, peut-être que Bernard Marie a certainement plus d'exemples que moi, parce que là, pour le coup, sur le privé, moi, j'ai moins d'exemples, mais ça vaut aussi dans le public. Pardon. Non, je disais juste, ça vaut dans le public aussi. Il y a des managers, il y en a aussi. Ouais, c'est un peu pareil en fait. Ceux qui se posent la question, c'est ceux qui n'ont pas encore. Je vais le dire autrement. Je pense qu'il y a une fausse croyance ici derrière. Je pense pas, j'en suis même sûr, puisque c'est mon quotidien, ça. Je passe mon temps avec des dirigeants et des managers. Et alors, on pourrait dire, oui, Bernard-Marie, mais toi, tu rencontres que des dirigeants qui veulent changer. Oui, c'est vrai. Mais les managers, le middle management qui existe, ils ne veulent pas forcément changer. En fait, je pense que cette question-là, c'est simplement une fausse croyance dans le modèle mental, et ça la peau dure, c'est qu'on pense que passer à un autre modèle d'organisation, entreprise libérée, organisation opale, holacratie, tout ce que vous voulez, ça veut dire que le manager doit lâcher le pouvoir. Ce qui est faux. C'est faux. C'est mal dit. C'est trop confusionnant. En fait, là, si on rentre un peu dans la précision, on ne leur demande pas de lâcher le pouvoir, on leur demande de lâcher la façon dont ils exerçaient le pouvoir pour adopter une nouvelle façon d'exercer le pouvoir, et le pouvoir n'est pas le même. Ils passent d'un pouvoir d'un pseudo-pouvoir, lien de subordination toujours d'ailleurs là, d'un pseudo-pouvoir sur les personnes, qui est une illusion de pouvoir. Pour avoir été manager et dirigeant, je peux vous dire que c'est un sacerdoce, et on n'y arrive jamais dans la durée, dans le temps long, de pouvoir avoir du pouvoir sur les gens. C'est une utopie fatigante. Très fatigante. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont managers, comprendront ce que je veux dire. Il faut l'avoir fait pour le comprendre. C'est usant, ce truc-là. Mais c'est normal, c'est une illusion. Donc la question, elle n'est pas là. La question, elle est comment est-ce qu'on peut passer de cette illusion de pouvoir à une puissance du dirigeant, une puissance du manager et une puissance de l'employé. Et ça,
c'est ce qu'apporte typiquement un management constitutionnel. Et Mm. de perdre cette espèce de croyance, mais qui est une croyance qu'on a forcément eu tous, parce qu'on était dans un modèle conventionnel assez limité en termes de dimension, où on croit que le pouvoir est une quantité finie et que donc les managers l'ont, et puis après ils en distribuent plus ou moins, et plus tu en distribues, moins tu en as à la sortie. Parce qu'on est dans une mathématique linéaire. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça, le management constitutionnel, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. En fait, le pouvoir, il n'y a plus de limite. La question de pouvoir qui n'est plus un pouvoir sur les personnes, mais qui est un pouvoir sur l'organisation elle-même, et non plus directement sur les personnes, grâce au mécanisme d'intermédiation qui est les rôles, qui est juste essentiel, eh bien, il n'est plus ce pouvoir-là que je vais appeler puissance, parce que ce n'est peut-être pas tout à fait la même nature. Cette puissance, elle n'est pas limitée, elle est infinie en réalité. Et donc, c'est assez facile pour moi d'expliquer, je le vois, en moins de 2 jours, d'expliquer à tout manager récalcitrant qu'en fait, en adoptant un truc comme holacratie ou un management constitutionnel, il va avoir beaucoup plus de puissance pour traiter tous les besoins qu'il avait avant et qui galérait avec son pseudo-pouvoir avec holacratie qu'il en avait avant. Et ce qui est vrai pour le dirigeant est vrai pour le manager et est vrai pour n'importe quel employé. Et du coup, on passe d'un pouvoir limité, un pseudo-pouvoir limité, dont on pense qu'il faut absolument, parce que ceux qui ne sont pas managers disent « ouais, les managers ne veulent pas lâcher ». J'oublie que si on est dans cette situation-là, c'est parce qu'eux ne prennent pas le pouvoir, il faudrait un peu creuser, à une situation dans laquelle la porte est ouverte à la puissance de tout à chacun, non plus sur les autres personnes, mais sur l'organisation elle-même, grâce à ce mécanisme de raison d'être et de rôle, et de gouvernance qui relie les deux. Ouais, moi j'ai un collègue qui disait on passe du pouvoir sur au pouvoir de. Au pouvoir avec et au pouvoir de. Et centré sur la raison d'être, absolument. Et le plus dur, c'est pas. Alors, souvent, les gens, moi, je les entends dire, c'est normal. Hein, au début, ils disent ouais, il faut que le dirigeant lâche le pouvoir, les managers lâchent le pouvoir. En fait, le plus difficile, c'est pas du tout ça. En tout cas, dans mon expérience, et puis j'en suis quand même à 85 entreprises accompagnées, donc je commence à en avoir un peu. Pas toutes les entreprises, mais quand même un paquet. Le plus difficile, c'est pas là. Le plus difficile, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Gwenaël, c'est comment est-ce qu'on accompagne des personnes qui ont appris et qui, de manière inconsciente, qui ont atteint un niveau de compétence inconsciente d'exécuter les choses, de survivre dans un univers où ils régressent à chaque fois qu'ils rentrent dans l'entreprise parce qu'ils passent d'un modèle constitutionnel à un modèle non constitutionnel, système avec un roi en fait, avec un lien de subordination, à un système dans lequel ils prennent toute leur place et ils gèrent des rôles comme des patrons de leur rôle. Et c'est ça le vrai gros sujet. Le reste est beaucoup plus facile. Merci. Alors, on va prendre une dernière petite question avant de clôturer ce webinaire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec la gouvernance d'avoir une concentration de pouvoir et des risques de corruption? Comment réduire ce risque? Avec l'holacratie? Avec la gouvernance, je ne sais pas ce que la personne voulait dire exactement. Parce que là, c'est tout le contraire, oui. Enfin... Moi, je veux bien démarrer, si tu veux. Je crois que ça, moi, je relis ça à une autre question qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on met en place un management constitutionnel de type holacratie ou autre pour que les gens respectent les lois. Donc, ils disent donc sous-entendu, il faut des policiers, des gendarmes et tout ça. Et non, c'est encore une croyance. C'est pas parce que dans les modèles constitutionnels de pays comme la France, il y a effectivement besoin de police, de gendarmes, etc., qu'à chaque fois qu'il y a un modèle constitutionnel, on doit avoir besoin de police. Il faut peut-être qu'elle est challengeable, la Constitution française. Elle est même certainement pour ceux qui l'ont lu. On ne parle pas du même niveau de Constitution. Donc, en fait, si vous avez une Constitution qui induit une question de transparence, où personne n'est en dehors des lois, alors déjà là, on n'est plus dans le même niveau de Constitution, vous me l'accorderez. Donc, une Constitution dans laquelle personne n'est en dehors des lois, une Constitution où tous les actes d'exercice de pouvoir sont transparents, alors je dis qu'il n'y a plus de risque de corruption et il n'y a pas besoin de policiers ni de gendarmes. Ce qui n'est absolument pas le cas de la Constitution française, vous me l'accorderez. Merci. Alors, on a peut-être le temps d'en traiter juste une petite dernière, parce que c'est vraiment la dernière qui est dans mon pipeline de questions. Dans des grandes multinationales dont le but est l'augmentation des bénéfices pour les actionnaires et pas forcément le bien-être des salariés, quel rôle des syndicats lorsque la multinationale se tourne vers l'holacratie? Et quelle posture des syndicats en holacratie par rapport à une éventuelle habitude de mise en place d'un rapport de force?
Ouais, traiter rapidement, ça va être compliqué, mais il y a encore il y a la notion de raison d'être qui revient. En fait, c'est ce que Nicole Notta, qui était l'ancienne secrétaire de la CFDT, a porté dans la loi là, et sur la RSE, responsabilité sociale des entreprises, et la notion de raison d'être qui vient d'apparaître. C'est-à-dire travailler à ça avec la direction, savoir qu'est-ce qu'on met là-dedans. Et alors moi, je sais pas, j'ai jamais vécu ça, mais j'imagine qu'effectivement, vis-à-vis des actionnaires, ça suppose une sacrée mise au point. On peut aussi viser plusieurs objectifs en même temps, peut-être, je sais pas. Enfin là, je réfléchis en parlant, mais en tout cas, oui, ça suppose de sortir, comme je le disais au début, d'un type de syndicalisme, une vision du syndicalisme qui soit uniquement en réaction et en contestation, et qui soit dans une culture de la proposition. Voilà, ça c'est clair. Mais associer cette culture-là avec la notion de raison d'être, et je pense qu'on doit pouvoir y arriver. Madame Marie, en 1 minute. Ah, 1 minute, t'es dur. Bon Là, courage. là, là, c'est le gros challenge là. J'ai le cas justement, cette question elle est très concrète pour moi parce que j'ai le cas d'une multinationale, c'est un des exemples que j'avais tout à l'heure en tête, qui a décidé de mettre en place l'holacratie. Et puis les syndicats qui j'ai fait découvrir l'holacratie et qui trouvent que la direction ne met pas en place l'holacratie. Et à juste titre. C'est-à-dire qu'il y a holacratie. Les gens ont une capacité, quand les gens parlent d'holacratie, ils arrangent pas mal les choses, souvent. Je n'ai pas la réponse à cette question, elle est très intéressante. Moi, je la pose souvent, beaucoup de gens se la posent. Moi, je voulais juste ajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est que holacratie, ce n'est pas la panacée. Il y a plein de trous dans la raquette, il y a plein d'angles morts dans l'holacratie, notamment des angles morts qui peuvent permettre de continuer à avoir des architectures de domination. Donc, il faut aller un peu plus loin que ça. C'est pour ça que nous, on est sur le management constitutionnel où quand on accompagne l'holacratie, on ne vient pas que avec l'holacratie. Mais la chose que je voudrais apporter, l'autre angle, perspective que je voulais apporter, parce qu'elle est servie sur un plateau par la crise du Covid-19, c'est que certains d'entre nous le savent, nous sommes déjà dans un état chaotique. Le monde est dans un état chaotique. Bon, tout le monde n'a pas creusé forcément la théorie du chaos, mais quand vous regardez ce que j'ai fait, la théorie du chaos, vous vous rendez compte qu'il y a plein de signaux qui étaient faibles et maintenant qui sont plus faibles. On ne peut plus dire que le Covid-19 soit un signal faible. C'est une évidence pour ceux qui connaissent la théorie du chaos que nous sommes entrés dans une ère chaotique. Et c'est aussi une évidence pour ceux qui ont creusé la théorie du chaos, ça a été démontré scientifiquement, que tout organisme non fractal n'a aucune chance de survivre dans un environnement chaotique. L'organisation pyramidale habituelle, centrée sur les bénéfices avec des actionnaires, est pyramidale et pas fractale. Et donc, ça va poser tôt ou tard, c'est la question de la gestion de la question de la répartition de la richesse. On voit bien qu'avec la loi Pacte, on commence à effleurer le début d'un commencement de… Voilà, on est vraiment au tout début de… On sème une graine, c'est vraiment le tout début. Et puis de l'autre côté, il y a le chaos qui arrive, qui va bousculer tellement de choses, et notamment la fractalité, que pour survivre, on va avoir des changements. L'avantage de la crise et du chaos, c'est qu'on n'est plus du tout dans le même paradigme en termes de gestion du changement. Et on passe du mode 1 au mode 2 pour ceux qui connaissent. Dans le mode 2, qui est l'avantage d'une crise, c'est qu'on n'a pas le choix. On est face à une sortie de zone de confort, on a un environnement qui change et donc on va changer qu'on le veuille ou non. Et jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment de crise, en tout cas dans un pays comme la France, et donc c'était effectivement plus difficile de changer. Donc ça ne va pas durer cette histoire. Enfin, si ce qu'on dit est vrai, c'est-à-dire qu'on est dans un cycle chaotique, que le Covid-19 est la première d'une série de crises et qu'il n'y a pas d'après Covid-19, il y a juste l'avant la prochaine, qui ne sera pas forcément de même nature, ce que moi je pense et que je ne suis pas le seul à penser ça. Du coup, toute la question de la gouvernance de toutes les institutions va bouger, c'est obligé. Merci à tous les deux. Donc, on arrive à la fin du temps qui nous est alloué. On a répondu à toutes les questions, donc ça, c'est plutôt cool. Sachez qu'on organise d'autres webinaires. Le prochain, c'est le 2 avril, donc ça devait être un after-work à Genève. Avec la situation, on l'a transformé en un after-work webinaire. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, ce sera avec Alexandre Gauthier et Paola Caputo de Telecom SA. C'est jeudi prochain en début de soirée. Voilà, c'est une entreprise suisse romande qui va témoigner de la mise en place de l'holacratie. Vous recevrez normalement les informations dans l'email qui va suivre. Si jamais vous êtes intéressé pour aller plus loin, pour réinventer votre entreprise,
avec le management et self-management constitutionnel face au chaos et à la crise qu'on vit. Sachez que vous pouvez nous contacter, on vous remettra les détails dans l'email, mais pour suivre un parcours de dirigeant, leader, manager avec Bernard-Marie Chiquet. Il s'agit de séances de coaching à distance sur vos problématiques de management d'entreprise, d'organiser la mise en mouvement de votre équipe de direction et de vos équipes tout court. Et puis, on a aussi une formation qu'on peut faire sur site ou à distance qui s'appelle Excellence managériale et self-managériale, qu'on peut faire en intra avec votre comité de direction pour les aider à adopter une nouvelle posture de manager leader et vous outiller sur le self-management. Et enfin, si vous êtes intéressé pour aller plus loin sur Holacracy, on organise des journées Holacracy 360 degrés. On en organise une jeudi justement à distance, qui devait aussi se faire à Genève. Et puis, il y en aura d'autres sur site. Vous recevrez encore une fois les informations. Et il y a nos formations de praticiens. Pour l'instant, celle du 8 au 12 juin est maintenue. Et on en aura une autre du 12 au 16 octobre à Paris et ensuite en janvier. Gwenaëlle l'a suivi notamment, ça permet d'approfondir les concepts et surtout de pratiquer Holacracy. C'est vraiment notre module de base. Pour terminer, du coup, je vous propose un petit tour de clôture en un ou deux mots sur l'expérience de ce webinaire pour vous, vos apprentissages, un petit peu comme dans les réunions Holacracy. On va commencer par toi, Gwenaëlle, ta clôture. Eh ben, merci beaucoup pour cet échange. Ça permet de poursuivre le cheminement. Voilà, je vais encore creuser la question du lien de subordination pour ma part. Voilà, merci pour ça. Merci, Bernard-Marie. Même chose, je rêve de. En fait, je me rends compte que j'ai envie de parler beaucoup plus avec Gwenaëlle. On ne se parle pas assez souvent. Et les syndicats de manière générale, parce que je vois bien les points de convergence, et notamment sur la question pour moi que je retiens. Donc, effectivement, ça m'a fait cheminer. Je vous remercie beaucoup pour vos questions, qui est la question des failles ou des trous morts ou des angles morts. Et que je vois bien que l'essence même d'un syndicat, c'est de s'engouffrer de traiter, de faire avancer les choses sur ce sujet-là. Et finalement, je fais le même métier. Donc c'est trop cool. Et moi, je vous remercie de votre participation à ce webinaire, que ce soit pour les intervenants ou les participants. On a eu des super questions et c'est vrai que l'angle du webinaire était assez intéressant pour sortir du débat syndicat-entreprise. C'était très, très riche. Merci pour toutes ces perspectives et je vous souhaite une très belle journée.